Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Radio Kédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de ce journal. La phase initiale du dialogue inclusif intermalien est prévue le 16 juillet prochain à Alger. Seront présents à ce rendez-vous le gouvernement malien, les mouvements politico-militaires du Nord et les ministres des pays impliqués dans le processus de paix au Mali. Ils étaient nombreux les partis politiques qui exigeaient que la CENI actuelle soit dissoute et remplacée. La classe politique, dans sa majorité, vient de changer d'avis pour demander qu'elle soit maintenue dans sa forme actuelle. La réunion du cadre de concertation des partis politiques et du ministère de l'administration territoriale s'est tenue hier dans les locaux du gouvernorat du district. La réhabilitation de la route Bamako-Ségou en 2x2 voies avance avec beaucoup de lenteur. Les raisons dans ce journal. Un centre régional de coordination de la lutte contre l'épidémie d'Ebola est en train d'être mis en place à Conakry en Guinée. L'annonce a été faite ce vendredi par l'Organisation mondiale de la santé. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. C'est une présentation d'Assa Sakiliba. La réunion du dialogue inclusif intermalien s'organise. Elle se tient le 16 juillet dans la capitale algérienne. L'annonce en a été faite par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, à Ouagadougou, à l'issue d'une rencontre avec le président Compaoré. Seront présents à ce rendez-vous le gouvernement malien, les mouvements politico-militaires du nord du Mali et les ministres des pays impliqués dans le processus de paix au Mali. D'ici là, les deux parties doivent s'entendre sur ce que doit être la feuille de route des pourparlers. Kassim Traoré. Avant les négociations, il y aura d'abord la compilation des feuilles de route. C'est pourquoi le Mali a envoyé sa feuille de route. L'Algérie, le gouvernement malien et les envoyés des groupes armés vont d'abord se mettre d'accord sur ça le mardi et le mercredi prochain. C'est à la suite de cela que sera fixée la date des négociations proprement dites. Cette première phase est appelée la rencontre préparatoire. Après cette rencontre préparatoire, il y aura la rencontre de haut niveau. Tout cela avant que les deux parties ne se rencontrent, c'est-à-dire le Mali et les groupes armés. La finalité de la rencontre de haut niveau est de définir les contours des négociations en établissant un chronogramme, les phases des échanges directs avant la signature d'un accord définitif à Bamako. Sur le papier, les choses sont simples, mais est-ce qu'il en sera ainsi dès le début des travaux? Si l'on sait que les groupes armés ne veulent pas la participation des groupes d'autodéfense, en tout cas, l'Union européenne prendra part aux négociations. Déjà, l'UE travaille pour préserver l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. Et voilà, vous l'avez dit, Kassim Traoré, l'Union européenne prendra part à cette rencontre à Alger. Nous vous proposons d'écouter Richard Zink, chef de file de la délégation de l'Union européenne au Mali. Oui, on est invité et on sera présente à Alger dans la réunion qui prépare la réunion de haut niveau. On sera présente également à la réunion de haut niveau. Vous savez, il y a quelques jours, notre directeur général du service extérieur européen était de passage ici. Il sera présent également en Alger. Donc, on va jouer le même rôle que ça, ce qu'on a fait à Ouaga, en étroite coopération avec la CEDEAO, avec l'Union africaine, avec la MINUSMA, avec l'Algérie et bien sûr en très très étroite coopération avec le gouvernement malien, le gouvernement légitime qui est là pour discuter avec les groupes et pour trouver une solution. Et bien sûr, prenez aussi notre engagement que si on est présente pour ça, on va tout faire pour des éventuels accords deviennent réalité et seront appliqués. Vous savez qu'on était dernièrement à Gondam pour relancer les travaux sur la route de Nioro à Timbuktu. Et vous savez également qu'on a fait des promesses que si les conditions permettent et s'il y a la paix au nord, de travailler également et de faire la route de Bourem à Kidal. Et on est en contact avec d'autres partenaires pour continuer cette route à la frontière algérienne et vers Tamanrasset.
Et là, c'était Richard Zink, chef de file de la délégation de l'Union européenne au Mali. Et vous l'avez compris tout à l'heure, l'Union européenne prendra part à cette rencontre d'Alger. Et par rapport à cette rencontre, le haut représentant de l'État pour le dialogue inclusif intermalien, Modibo Keïta, décrit à la classe politique malienne, pouvoir et opposition, que la solution militaire a montré ses limites, qu'il faut discuter et surtout qu'il doit s'agir de discussions entre les Maliens. Il faut mettre l'accent sur la nécessité d'impliquer les populations du Nord dans les discussions. Et ce qu'on appelle les mouvements armés, ce sont des Maliens, donc ce sont des pourparlers intermaliens, dit-il. Il a rassuré que les discussions d'Alger se feront en 3 phases, l'adoption d'une feuille de route, l'adoption d'un préaccord et enfin la signature d'un accord. Du côté des groupes armés, cette réunion n'est pas considérée comme le premier round de négociations directes, mais comme une réunion technique qui doit permettre de définir le lieu et le calendrier des futurs pourparlers. En attendant l'ouverture des échanges à Alger, que pensent les Bamakois de la rencontre? Quelques-uns se sont prononcés au micro de Kani Keïta. Je pense qu'il faut être prudent puisque depuis des années on a assisté à ce genre de pourparlers entre le Mali et ses groupes armés. J'interpelle le gouvernement d'aller sur la base d'un réel et vrai dialogue parce qu'il faut reconnaître que là où ces pourparlers vont se tenir en Algérie, le Mali à un moment n'était pas sur la même longueur d'onde avec l'Algérie, avec les autorités algériennes. Mais si l'Algérie a accepté de reprendre la main, moi je pense que ça serait une bonne chose. Bon, je pense que ces rencontres, c'est une très bonne chose parce que tout le monde souffre maintenant actuellement avec la durée du conflit. Je pense que tous les acteurs veulent qu'on aille maintenant à une réconciliation durable. Ce que moi je pense, c'est que réellement nous avons besoin d'une sortie de crise très favorable qui permette à toute la population malienne de pouvoir désormais voyager tout librement sur toute l'étendue du territoire national. Mais ce que nous demandons à l'État malien, c'est qu'il doit tenir compte de l'intérêt de la population dans les négociations afin que non seulement ce problème ne serait plus déclenché, mais aussi permettre de trouver une paix durable. Moi je pense que si le gouvernement malien, les partenaires du Mali, les médiateurs, parviennent à regrouper les belligérants sur une même table de négociation, c'est une bonne chose. Moi, mon opinion, c'est que je suis sceptique parce que je vois les groupes armés jouer à un jeu dilatoire. Ils font semblant de négocier, ils font semblant de vouloir négocier, mais en réalité, ils ne veulent pas négocier parce qu'ils ont des soutiens qui sont connus, ils ont des soutiens qui sont très forts. Moi, je pense que négocier, oui, mais pas négocier le couteau sous la gorge. Parce qu'aujourd'hui, la réalité sur le terrain, c'est quoi? C'est que le MNLA occupe toutes ses anciennes positions d'avant l'intervention Serval. Donc, si nous devons... En bref, la réunion du cadre de concertation des partis politiques et du ministère de l'administration territoriale s'est tenue hier dans les locaux du gouvernorat du district. Les conclusions ont abouti au maintien de l'équipe de la CENI dans sa conception actuelle, avec 37 voix pour, 10 contre et une abstention. Le ministre Sada Samake a donné la parole à 48 formations politiques présentes qui se sont prononcées. Donc, les défenseurs du maintien ont évoqué des arguments relatifs au bon travail abattu par la CENI lors des élections générales. Plus encore, ils estiment que même si la configuration politique du pays a changé avec une nouvelle majorité, il est établi qu'aujourd'hui que l'opposition est bien représentée au sein de la CENI avec l'URD, le PDS et le PIDS. En revanche, les partis comme le SADI, l'ANCD, le PCR, le RDS, le RDP ont protesté contre le maintien de la CENI. Pour certains, c'est même une tentative de coup d'État que de vouloir garder la CENI dans sa composition pour qu'elle supervise les prochaines élections. Si les élections passées avaient connu un succès populaire, c'est pas dû au travail de cette CENI. Elle doit même être supprimée et les fonds de son fonctionnement versés à l'effort de guerre, a déclaré le professeur Younous Amediko, président du RDS. Après la mission de formation de l'Union européenne au Mali, EUTM, l'Union européenne vient de lancer EUCAP Sahel Mali, une mission d'appui aux forces de sécurité intérieure du Mali. Elle dispensera des conseils stratégiques et des formations à l'intention des 3 forces de sécurité intérieure, la police, la gendarmerie et la garde nationale. Pour mieux expliquer ce nouveau projet, son patron, l'ambassadeur Albrecht Gons, était hier face à la presse. Des précisions avec Kassim Traoré. Cette nouvelle mission, dénommée EUCAP Sahel Mali, va concerner uniquement les gardes nationales, les gendarmes et les policiers. Ils seront formés par 60 à 80 experts
dans différents domaines de la sécurité intérieure. Ambassadeur Albrecht Konz, chef de la mission EICAP Sahel Mali. Nous sommes là pour une durée de 4 ans avec concours de nos amis maliens à la tête de la gendarmerie nationale, de la police, de la garde nationale. Nous avons défini un cadre dans lequel nous voulons vous appuyer pour réformer vos 3 corps de sécurité intérieure pendant ces 4 années. Puisqu'il s'agit de sécurité intérieure, la formation sera dominée par beaucoup de cas pratiques. Le but est de mettre un terme à la période de fragilité de votre pays, de vous soutenir à rétablir un secteur de sécurité qui peut relever les défis que pose la crise sahélienne et que pose justement le risque auquel est exposée l'intégrité territoriale de votre pays. L'ambassadeur Albrecht Konz est déterminé puisqu'il pense, car il est à la tête d'une équipe qui a une expérience en la matière. Je pense que le retour ici avec une équipe qui est bien rodée, qui consiste de collaborateurs qui ont tous une expérience ou africaine ou des missions de stabilisation ou de maintien de la paix, ou les deux, on sera en mesure de faire du bon travail. Il est à signaler que ce sont les autorités maliennes qui ont proposé les 3 corps, à savoir la gendarmerie, la police et la garde nationale. Question, pourquoi ont-elles omis les sapeurs-pompiers ? Merci Kassim Traoré. Le ministre de la Réconciliation nationale, accompagné d'une forte délégation et de plusieurs en visite en 5e région à Mopti, Zahabi Ould Sidi Mohamed a animé une conférence débat avec les autorités, les responsables de la société civile et les représentants des partis politiques. Le point avec notre correspondant à Mopti, Ben Junior. C'est une salle de conférence du gouvernorat archi-comble qui a accueilli le ministre de la Réconciliation, Zahabi Ould Sidi Mohamed. Une occasion qui a permis au ministre, à la faveur d'une conférence, de parler de la mission de son département, mais aussi de la situation qui connaît le Mali. Pour le ministre, le Mali vient de loin et il faut aller par étapes. Parmi ces étapes, il y a le processus de réconciliation qu'il doit s'atteler à faire son département. Une réconciliation qui ne saurait se faire sans justice. Une société ne peut être bâtie, ne peut s'il n'y a pas la justice. Et comme dit l'autre, la valeur d'une société se reconnaît par la place qu'elle fait à ses plus faibles. Et c'est ça la justice. Elle appartient à Dieu. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent diviser ces pays se trompent. On ne peut pas diviser ces pays. Des futures négociations en Algérie avec les groupes armés du Nord, il n'en a été aussi question. Sur ce point, le ministre ne mâche pas ses mots. On a besoin de quoi? De la paix. De la paix pour pouvoir vivre ensemble. Vous savez, le conflit ne fait pas seulement que des misérables. Il y en a aussi qui s'enrichissent dans le conflit et qui ne veulent pas qu'il y ait la paix. Parce que la paix n'est pas dans leur intérêt, ils ne veulent pas de retour de l'État et ils font tout pour gangréner le processus. Et c'est ce qu'on a au nord. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent au moment même où je te parle et qui ne dorment plus que d'un œil parce qu'ils se disent s'il y a un accord de paix, ça va les mettre dans les difficultés. En attendant la mise en place des différentes commissions de réconciliation régionale, Mopti s'est dit déjà prêt à relever le défi du vivre ensemble pour un Mali uni et prospère. Ben Junior, Mopti pour Radio Clédou. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a effectué hier une visite à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Objectif, s'enquérir des conditions de travail dans la dite université. Le point avec notre stagiaire Aminata Diallo. Cette visite avait pour but de voir l'état de travail de cette unité universitaire de Bamako. Moutaratal, ministre de l'Enseignement supérieur. Il est de mon devoir, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, d'être présent partout où le savoir est dispensé. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous avons les universités publiques et les universités privées. Nous avons les universités laïques et les universités d'obédience confessionnelle. Il est de ma responsabilité d'être d'égal partage entre toutes ces entités universitaires et de m'assurer de leur bon fonctionnement. Zachary Béré, président de l'unité universitaire de Bamako, UUBA. L'UCAO, en tant qu'université, a été créée en l'an 2000 par décret des évêques de la CERAO en réunion à Conakry. Mais les unités ont commencé selon les possibilités des pays et des conférences de l'UE. Et ainsi, l'UIBA a commencé en 2007, précédé évidemment par la présence celui qui devait la démarrer en 2006.
Cette visite du ministre de l'Enseignement supérieur a permis à l'administration de l'unité universitaire de Bamako d'exposer ses opportunités et les portes qu'elle peut ouvrir à la génération future. À l'étranger, un centre régional de coordination de la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest est en train d'être mis en place à Conakry, en Guinée. L'annonce a été faite ce vendredi par l'Organisation mondiale de la santé. Le centre agira comme une plateforme de surveillance et de coordination pour renforcer et harmoniser le soutien technique aux pays ouest-africains et aider à la mobilisation des ressources afin de lutter contre la propagation de l'épidémie, indique l'OMS dans un communiqué. Et les efforts visant à indiquer la propagation endémique de la fièvre Ebola ont porté ombrage au 45e sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est ouverte hier à Accra, au Ghana, s'adressant à ses pairs dont les présidents Goodluck Jonathan du Nigeria, Macky Sall du Sénégal et Mahamadou Issoufou du Niger. L'hôte du sommet, le président John Dramani Mahama, a indiqué que la vigilance était le seul mot qui vaille contre cette maladie virale. Il a déclaré que la priorité à l'heure actuelle était de mobiliser des fonds et de la logistique pour lancer une campagne concertée contre la vague d'Ebola qui a déjà fait 518 morts au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone depuis janvier. Pour terminer, au Kenya, une nouvelle attaque contre le village de Pandanguo dans la nuit d'hier n'a pas fait de victimes, mais plusieurs maisons, dont une école et un dispensaire, ont été brûlées. Une 50aine de personnes avaient été tuées à la mi-juin dans la zone. Les assaillants en ont profité pour désarmer 6 policiers, selon un représentant de l'État dans la région. Les islamistes Shebab ont revendiqué la plupart des raids meurtriers, affirmant agir en représailles contre l'intervention de l'armée kenyane en Somalie dans le cadre d'une force militaire de l'Union africaine, AMISOM. Nous vous l'annoncions en titre, la réhabilitation de la route Bamako-Ségou en 2x2 voies avance avec beaucoup de lenteur. Quelles sont les raisons? Notre stagiaire Aminata Diallo s'est entretenu avec M. Abdoul Bakou Maïga, chef de projet de l'autoroute Bamako-Ségou SUV. En fait, l'autoroute, elle va se réaliser en 2 phases. La première phase, c'est la phase qui est en cours, qui concerne la réhabilitation de la route existante Bamako-Ségou en 9x2 voies, avec les caractéristiques vraiment de l'autoroute. Le montant pour cette phase-là est de près de 73 milliards. Maintenant, la seconde phase, dont l'accord de prêt n'est pas encore signé, là aussi, à l'issue de l'étude de faisabilité, le montant est connu, c'est environ à peu près 214 millions de dollars. Le projet est financé par l'Exim Bank de Chine et la Banque Ouest-Africaine de Développement. L'Exim Bank de Chine finance les travaux à 100%. Ces travaux qui sont réalisés par une entreprise chinoise qui s'appelle China Road and Bridge Corporation, en dénomination CRBC. Et la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement, qui finance aussi le contrôle et la surveillance des travaux. À la fin du mois de juin 2014, l'avancement global des travaux est de 80,10% pour un taux consommé de délai de 80,90%. Actuellement, les travaux de bitumage nous sont pratiquement à environ 15 km de Ségou. Et voilà, la réhabilitation de la route Bamako-Ségou en 1x2 voies avance avec beaucoup de lenteur. Les raisons viennent d'être évoquées par M. Abdoul Bakou Maïga, chef de projet. L'Association des journalistes pour la paix et la non-violence AJPV poursuit sa mission, contribuer à la promotion d'un journalisme professionnel sensible au conflit. Elle a organisé ce vendredi une conférence débat sur médias dans la promotion de la réconciliation nationale avec l'appui financier de l'UNESCO. L'objectif est d'amener les hommes de médias à s'impliquer davantage dans le processus de paix et de réconciliation nationale. Alassane Suleiman, journaliste et conseiller technique au ministère de la Communication, principal conférencier, nous en dit plus au micro de Kani Keita. Je crois que dans le contexte malien, ce thème-là est d'actualité, d'autant plus que on est pratiquement en phase de sortie d'un conflit et on est dans un pays démocratique où les médias ont une place prépondérante. Les médias sont des acteurs au premier degré dans un processus de réconciliation. C'est quand même, à travers le mot média même, c'est des intermédiaires, des médiateurs. C'est eux qui sont là entre les acteurs, les pouvoirs politiques, publics et tout ça, et l'opinion. Donc, c'est eux qui doivent savoir à même les bons messages à passer pour qu'on arrive à sortir d'un conflit et réussir un bon processus de réconciliation. Chaque journaliste, chaque organe de presse doit s'interroger à son niveau sur sa capacité justement à jouer ce rôle-là en s'appuyant sur les principes éthiques et déontologiques, en s'appuyant sur
l'objectivité que confère ce métier-là, et puis en allant à l'écoute de tout le monde, parce que quand on est dans un processus de réconciliation, c'est plusieurs parties en face, et il faut aller écouter tout le monde. Il ne faut pas écouter une seule partie, et être de véritables acteurs de la réconciliation en allant à l'écoute de tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus, mais aussi en se cultivant, en cherchant à connaître le fond de la situation, de connaître un peu les valeurs des uns et des autres, mais aussi le profil des différents acteurs, et de savoir aussi quelle est leur ligne idéologique. Une fois que vous savez tout ça, vous pouvez être dans une position de conciliation pour donner le bon message et dire à tout le monde, écoutez, tout ce qui s'est passé, c'est derrière nous. Tout le monde est aujourd'hui en face pour regarder dans la même direction. Alassane Suleiman, conseiller technique au ministère de la Communication. Avant de nous séparer, la Miss Sahel va remettre lundi 20 véhicules au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette donation entre dans le cadre du renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes, conformément à sa mission d'appui au processus de sortie de crise. Composé de 13 camionnettes, 4 ambulances et 3 camions, le coût est estimé à $1 million. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Cheikh Kone est aux opérations techniques. Moi, je cède la place tout à l'heure à Yeli Madi Konaté pour votre émission Allo Clédou. Bonne suite de programme. Bon week-end. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.